Merci d'être très nombreux branchés sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Ouverture ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de Kinshasa, siégeant à la prison militaire de Ndolo de la première audition du procès public contre Corneille Nangaa et ses complices. Au total, 25 prévenus sont concernés, mais seuls 5 accusés sont physiquement présents. Après identification des prévenus, l'audience a été renvoyée à ce jeudi 25 juillet 2024. Maxime Makabo nous en parle dans ce reportage. Au total, 25 personnes sont concernées dans ces procès publics. Ministère public contre Corneille Nangaa et complices, mais seuls 5 accusés sont physiquement présents. Tout au long de l'instruction, la cour militaire s'est déclarée régulièrement saisie à l'égard de tous les 25 prévenus, conformément à l'article 324 alinéa 4 du Code juridique militaire, qui voudrait que quels que soient les destinataires d'un acte, s'il n'a pas de domicile connu, ou s'il a été recherché sans succès, ou s'il réside à l'étranger, les citations, assignations et notifications sont faites au parquet militaire près la juridiction militaire saisie. Parmi les prévenus, les uns sont en fuite et d'autres présents. La cour militaire a retenu les défauts à l'égard de 20 prévenus absents. En traitement des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère et avec ses agents, notamment le dirigeant du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre les hostilités contre la République démocratique du Congo. Introduit et puni par l'article 180 ordinaire livre 2. Ces défauts a été retenu sur réquisitoire de l'auditeur supérieur. C'est fondé sur l'article 326 du Code juridique militaire qui prévoit que lorsque le prévenu, renvoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction n'a pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, s'est évadé ou lorsque régulièrement cité ne se présente pas, le jugement est en ce qui le concerne rendu par défaut. Ça ma classe bonne. Sciences biomédicales. Autant ma classe est bonne, on l'indique comme langue nationale. C'est pas un problème. Je prends en sciences biomédicales. État civil. Marie, père de 7 enfants. Adresse dans l'enfant d'abord. Adresse à John dans l'endroit. L'adresse au psychobandé qu'on fait d'abord. À 1950. Dans Kinshasa. Kuba Shebando Eric Alembe. Votre vie et date de naissance? Je suis né qui partit le 24 avril 1970. Il faut souligner que la cour militaire a refusé la comparution par représentation par l'auditeur conformément à l'article 24 qui interdit qu'aucun défenseur ne se présente pour le prévenu défaillant. Et puis la chef du gouvernement, Judith Suminwa Toluka, a présidé ce mercredi la cérémonie de signature du contrat de mandat entre le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, représentant l'État actionnaire et l'ensemble des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille. L'objectif est d'améliorer la gouvernance à la tête des entreprises et la gestion orthodoxe du patrimoine de ces sociétés pour des résultats performants. Reportage Gisèle Topo. L'objectif de cette signature du contrat de mandat entre le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, représentant l'État actionnaire, l'ensemble des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille, est d'améliorer la gouvernance à la tête des entreprises et la gestion orthodoxe du patrimoine de ces sociétés pour des résultats performants, conformément à l'article 17 de la loi numéro 08/010 du 17 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Composé de 23 articles, le document signé fixe la durée du mandat et détermine les droits et les obligations de chaque partie du contrat. À titre illustratif, le mandataire devra rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts et à chaque fois que le mandat le requiert. Il a également l'obligation de faire preuve d'une gestion transparente, orthodoxe et axée sur les résultats. Quant au mandat, il doit s'assurer que le mandataire public bénéficie, après
de la société dans laquelle il exerce son mandat d'une rémunération juste et digne, ainsi que tous les avantages liés au mandat. À défaut, il doit y pourvoir. Le contrat est conclu pour une durée de 6 ans et peut être renouvelé en cas de nouvelle nomination dans les fonctions du mandataire public. Dans son mot des circonstances, la première ministre Judith Suminwa a salué la tenue de ces assises qui, selon elle, matérialise la volonté exprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à replacer les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays. Il a par ailleurs souligné la portée de cet acte pour le programme d'action du gouvernement. Je voudrais constater avec vous que ce jour augure une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre du programme de gouvernement qui matérialise la vision stratégique pour le développement économique, social et politique de la République démocratique du Congo, volonté de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui sous-tend un rôle actif des entreprises du portefeuille en vue de la relance et de la diversification de l'économie. Dans cette perspective, il me paraît évident que les objectifs déclinés dans le plan d'action 24-28 du gouvernement, notamment pour construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, dans l'objectif de créer des emplois, tout en renforçant l'efficacité de services publics, doivent inspirer. Pour sa part, le ministre du portefeuille a interpellé les mandataires publics sur la bonne gouvernance pour atteindre les résultats attendus. Notons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, parmi ceux-ci les vice-premiers ministres de l'économie nationale, de l'intérieur, celui des transports, mais également les ministres du budget, de la recherche scientifique, ainsi que celui de la formation professionnelle. Le Premier ministre Judith Tuluka a prononcé le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de la clôture des travaux du séminaire gouvernemental mardi au Palais du Peuple. Les activités de ce séminaire gouvernemental se sont déroulées pendant 2 jours. Encore une fois de plus, chez Aletoko signe ce reportage. À l'issue de cette grande messe gouvernementale, 13 recommandations ont été formulées et des lettres de mission remises à chacun des membres du gouvernement. Dans son allocution lue par la première ministre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé les membres du gouvernement suminois à être pragmatiques dans la recherche des résultats. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Le chef de l'État a également insisté sur l'unité des membres du gouvernement pour bâtir un avenir meilleur pour le pays. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination, de dévouement et de discipline dans la réalisation de nos objectifs communs. Ce séminaire avait pour principal objectif de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et à diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité des membres du gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Au cours de ces assises, les principales thématiques abordées ont tourné sur la gouvernance, l'économie, la diplomatie et la sécurité. Et puis lors du briefing presse co-animé mardi soir par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement et son collègue de la justice, plusieurs questions d'actualité brûlantes de l'heure ont été évoquées, notamment la révocation du coordonnateur Jean Bosco Baala, le dialogue que la RDC n'envisage pas avec les terroristes aussi, le Fonds spécial de réparation et indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, pour ne citer que cela. Le point avec Maxime Macab.
Interrogé lors du briefing hebdomadaire au sujet de la révocation du coordonnateur du PDD RCS, le porte-parole du gouvernement d'indiquer qu'il peut se trouver que l'abbé Jean Bosco Baala a abusé de la confiance du vice-premier ministre, ministre de la Défense. Il y a encore une partie de l'histoire qui doit être clarifiée. Et donc ici, il y a évidemment une enquête qui a commencé pour en connaître les détails, mais visiblement, il semble que si s'avère que l'abbé Baala a eu une quelconque forme de discussion avec ces terroristes, nous le saurons, parce que lui-même, il doit venir s'expliquer sur ce qu'il en est exactement, pourquoi on les lui a attribués. Donc il peut se trouver qu'il a abusé de la confiance du vice-premier ministre et ministre de la Défense. Parce que les sujets que lui-même explique le cadre de sa mission étaient pour aller voir des LRA ou des enfants congolais en relais. Et donc il y a encore une partie de l'histoire qui doit être bien clarifiée. Patrick Mouyaya de marteler qu'il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue avec les terroristes. Je pense que vous avez perçu, comme nous, l'agitation qui s'observe dans les groupes des terroristes. Une agitation et un empressement à penser pouvoir qui peuvent avoir l'occasion de se retrouver avec le gouvernement autour d'une table pour discuter de quoi que ce soit. Nous l'avons dit et redit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Au sujet d'un possible détournement du fonds spécial des réparations et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, a indiqué que le ministre ougandais des Finances est dans une stratégie de distraction et d'intoxication. Nous avons décidé de geler tout mouvement débiteur de notre prise de fonction. Cet argent-là, jusqu'ici, n'a pas été détourné tel que les gens le disent. C'est une désinformation que je dénonce, et malheureusement, de la part, selon ce que j'avais lu, entre guillemets, du ministre des Finances ougandais. Autre chose, la Cour constitutionnelle déclare conforme à la Constitution le règlement intérieur du Sénat. Ce règlement ouvre ainsi la voie à la tenue dans quelques jours de l'élection du bureau définitif, une fois que le bureau provisoire sera notifié par la Cour. Reportage. La Cour constitutionnelle siège en matière de contrôle de conformité à la Constitution. Après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, déclare la requête recevable, déclare conforme à la Constitution le règlement intérieur du Sénat adopté le 10 juillet 2024, mis à part les réserves formulées aux articles 119. Un pas dans la bonne direction. Le règlement intérieur du Sénat a été déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. C'était à l'issue de son audience publique tenue le mardi 23 juillet 2024 à Kinshasa. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle très attendu intervient après que le règlement intérieur du Sénat soit adopté par la Chambre des sages le 10 juillet. Déclaré conforme à la Constitution par la Haute Cour, le règlement intérieur ouvre ainsi la voie à la tenue dans quelques jours de l'élection du bureau définitif, une fois que le bureau provisoire sera notifié par la Cour. À en croire le rapporteur du bureau provisoire du Sénat, l'organisation de l'élection du bureau définitif ne dépendait que de la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en rapport avec la conformité à la Constitution du règlement intérieur. À partir de ce moment-là, nous aurons 7 jours pour organiser l'élection du bureau définitif, avait signifié à la presse l'honorable Ivan Kazadi, qui a même précisé que 3 décisions sont attendues à la suite de cet arrêt que vient de rendre la Cour constitutionnelle. La première décision sera prise incessamment. Il s'agit notamment de la décision qui met en place une commission chargée de l'organisation de l'élection du bureau définitif. La deuxième décision, poursuit-il, fixera le calendrier de l'élection du bureau définitif et enfin, la troisième mettra en place
une commission chargée de valider les candidatures à l'élection du bureau définitif. Avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle, la bataille électorale va être déclenchée. Il revient aux différents états-majors des partis et regroupements politiques, du pouvoir comme de l'opposition, d'aligner des candidats à différents postes au sein du bureau définitif. La Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap a tenu une réunion au Centre national d'apprentissage des personnes handicapées et invalides, CENAFI, situé dans la commune de Kasavubu. Il était question pour ces PVH à travers cette cérémonie présidée par son chargé de mission Ahmed Itoko de resserrer les liens de fraternité entre elles tout en dénonçant la tendance de certains politiciens qui tentent de les diviser et les manipuler contre le gouvernement. Gisèle Etoko était là pour le compte de CCTV Viralique. Au grand mot, les grands remèdes, dit-on, la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap a tenu une grande réunion au Centre national d'apprentissage des personnes handicapées et invalides, situé dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Une assemblée présidée par le chargé des missions, Ahmed Itoko. Une activité de grande ampleur où il a été question pour ces PVH de resserrer les liens de fraternité entre elles, tout en dénonçant la tendance de certains politiciens qui tentent de les diviser et les manipuler contre le gouvernement. Il s'est agi également de partager autour de l'intégrité de leur ministère qui est en proie aux appétits gloutants de certains vivaces politiques qui profitent de la fragilité et de la vulnérabilité des personnes handicapées pour les exploiter en vue d'atteindre leurs mesquins intérêts en politique. C'était alors un rappel à l'ordre dans le seul but de rétablir une cohésion perdue. Essentiel, tout d'abord, je vais remercier le chef de l'État. C'est lui qui a voulu que nous sommes ceux que nous sommes aujourd'hui. Là, c'est le 1. Nous avons des lois, à partir des lois organiques, et aujourd'hui, nous avons des décrets qui viennent de valoriser la personne vivant avec un handicap. Le 2, la réunion de juillet s'est tournée autour de nos divisions. On a marre des divisions de personnes handicapées. Nous voulons l'unité pour accompagner la vision du chef de l'État. C'est lui qui a la confiance de toutes les personnes vivant avec un handicap du pays. Les personnes handicapées, nous devons être réunis. Le chef de l'État a confiance en nous. Il veut nous valoriser. Et nous devons profiter de l'occasion. La Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap espère que ses membres recevront des matricules pour accéder à des emplois publics et privés. Cela s'inscrit dans leur objectif plus large d'inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées, en permettant à ces derniers d'occuper des postes de responsabilité en fonction de leurs compétences sans discrimination. Les attentes sont énormes, toutes tournent dorénavant sur le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Les personnes handicapées espèrent aussi et surtout un coup de pouce du chef de l'État afin de trouver solution à leurs désirata. Sachez que les propriétaires des véhicules abandonnés et des épaves ont 7 jours pour retirer leurs véhicules sur les différentes artères de la ville. La décision émane du commissaire provincial de la police. Dans un communiqué rendu public le mardi, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba d'indiquer que dépassé ce délai, toutes les dispositions seront prises afin que ces véhicules soient saisis et voués à la casse, une mesure qui rentre dans le cadre de l'assainissement de la capitale. Les agents du secteur diplomatique menacent d'organiser un sit-in à durée indéterminée à partir de ce jeudi 25 juillet 2024 devant le ministère du Budget. Ils réclament l'application totale de la grille barémique, y compris les meilleures conditions de travail. Regardez. Nous allons appliquer la décision de l'agent de l'Assemblée générale du 10 avril 2024 et celle du 5 juillet 2024. La décision des agents était de sortir en grève, d'aller en grève sèche contre l'autorité politique, le ministre du Budget, pour la non-application totale de nos grilles barémiques qui sont en souffrance. Alors, en tant que leader, nous avons décidé de commencer par un sit-in à durée indéterminée devant son cabinet dès ce jeudi 25 afin d'obtenir gain de cause. Vous réclamez combien de... Nous réclamons
66 milliards de francs congolais, qui du reste ne représentent rien pour la République. C'est même pas en dollars, c'est même pas 20 millions. C'est même pas 20 millions au taux actuel. Donc c'est à peine 19 millions de dollars. Les gens sont en train de détourner de l'argent, on entend dans le média, dans les réseaux sociaux, le détournement de milliards. Mais pour les agents, donner 20 millions, qu'est-ce que ça vaut? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Et je profite de l'occasion pour lancer aussi un message fort au ministre des Finances, qu'il libère les émoluments des diplomates en poste, qu'il libère les loyers des diplomates en poste. Les diplomates en poste sont en train de souffrir parce qu'il a suspendu le paiement de leurs salaires, de leurs émoluments et de leurs loyers. Ils sont dans la rue. Ça discrédite la République. Ça donne un discrédit à la République. Et ça fait la honte que le ministre des Finances libère les salaires et les loyers des diplomates en poste. Le groupe armé de la FRPI se dit prêt à défendre la province de l'Ituri avec les FARDC contre toute attaque étrangère. Son porte-parole a dit à la presse ce mercredi 24 juillet, le colonel Maeno Munubi Alberto, qui exprime sa détermination à soutenir le gouvernement congolais dans toutes ses démarches pour l'établissement de la paix à l'est de la RDC, exhorte d'autres groupes armés locaux du territoire de Djougou de suivre l'exemple de ceux du territoire d'Irumu en respectant leur cahier de charge avec le gouvernement. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamab. Force de résistance patriotique en Ituri, FRPI, déterminée pour soutenir la République démocratique du Congo à tous les niveaux, est prêt à frapper tous les agresseurs qui tenteront de fouler les sols de l'Ituri, qu'ils fassent leurs manœuvres, leur théâtre en Ituri, les jours où ils vont essayer, on n'a pas un affaire qui n'est pas corné. Je dirais à ces groupes armés d'emboîter les pas de leur aîné FRPI, comme FPIC a déjà emboîté aussi les pas de FRPI. C'est normal que Zahir et Kodeko emboîtent aussi les pas de FRPI. Je dirais aux Congolais en général et aux Ituriens en particulier d'être calmes. Nous sommes là aux côtés des FARDC. On va les appuyer. L'armée c'est l'ordre. Le pays n'est pas encore récupéré et le pays ne sera pas récupéré par les agresseurs. Dans la province d'Ituri, une forte délégation des députés nationaux y séjourne dans le cadre des vacances parlementaires. Ces élus du peuple qui sont arrivés ce mercredi 24 juillet dans la commune de Ichan, territoire de Béni, ont appelé la population à l'unité et à la résilience pour espérer à la paix et la sécurité dans la région. Suivez. Les députés nationaux sont en vacances parlementaires. Les députés du caucus de Béni ont profité de cette occasion pour communier avec la population de Oicha aujourd'hui parce que nous sommes en guerre contre l'ADF, nous sommes en guerre contre le Rwanda et donc nous sommes venus sensibiliser la population pour qu'elle ne puisse pas faire allégeance à l'ennemi. L'ennemi, l'ADF, l'ennemi M23 ou le Rwanda, ils ont un seul objectif, c'est de prendre nos terres. Et si nous acceptons qu'ils prennent nos terres, que nos aïeux nous ont léguées, nous n'aurons pas quelque chose à léguer à notre progéniture. Donc la population doit résister contre l'ennemi parce que nos terres ne sont pas vandalisées. Nos terres sont alléguées à notre progéniture. Et donc la population doit collaborer avec notre armée qui est la seule armée que nous avons, le FARDC, parce qu'il n'y a pas une armée la plus puissante, même si elle est la plus puissante au monde, qui peut gagner la guerre sans la collaboration de la population. Elle doit communiquer avec les FARDC où est l'ennemi, sur la position de l'ennemi pour que les FARDC puissent... Fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue.